Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Plan Sénégal émergent, le PNUD et le FNUAP concrétisent leur engagement au programme d'appui de près d'1 milliard de francs CFA. Nous poursuivons notre série de reportages sur Thiès, un tour dans les institutions scolaires et usines. La parole également aux artistes de la région. Nous irons également à Popenguine pour les préparatifs de la 126e édition du pèlerinage marial. Zoom sur la maison des prêtres. Et comme tous les mardis, la rubrique au cœur de nos cultures. Au menu ce soir, le Khoi en pays sérère. D'abord, la feuille d'audience du chef de l'État. La nouvelle envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel vient de prendre fonction à Dakar. Elle a été reçue ce matin par le chef de l'État. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience. Elle est au micro de Radical. Il est évident qu'il fallait que je rencontre le chef de l'État avant d'aller rencontrer d'autres personnalités. Et évidemment, on a abordé tous les problèmes du Sahel. Et il m'a réitéré sa disposition à soutenir tous les efforts des Nations Unies pour le Sahel. Et je suis à l'écoute des chefs d'État de la région, des gouvernements et peuples de la région. Et donc cette rencontre était importante dans ce sens. Les problèmes qui nous préoccupent beaucoup ces derniers temps, c'est les problèmes de ces groupes armés, de ces crimes transnationaux, du terrorisme, qui menacent vraiment la sécurité de la région. Et on a parlé des problèmes et des pistes de solutions. Évidemment, de la coopération nécessaire entre tous les États et du soutien des Nations Unies aux États de la région. Le PNUD et le FNUAP concrétisent leur engagement dans le cadre du plan Sénégal émergent. Ils mettent aussi à la disposition de l'État du Sénégal un programme d'appui au suivi du PSE dénommé PASS et pour la période 2014-2016. Avec le PASS financé à hauteur d'1,8 milliard de dollars, le bureau opérationnel de suivi pourra renforcer ses capacités et recruter des experts pour le suivi-évaluation. Ouraïtiam. 3 mois seulement après son lancement, c'est très bien parti pour le PSE. Le système des Nations Unies, à travers le PNUD et le FNUAP, vient se mettre aux côtés du Sénégal pour concrétiser ce plan Sénégal émergent avec un renforcement de capacité du bureau opérationnel pour un meilleur suivi des projets déclinés dans le cadre du PSE. Le PASS se décline sous 2 composantes. Renforcement des capacités techniques du BOSS, développement d'un dispositif de suivi-évaluation axé sur les résultats. Il sera mis en œuvre sur une période de 3 ans pour un montant total d'appui initial de 1,8 million de dollars, soit environ 868 000 millions de francs CFA. Le programme vise ainsi à renforcer les capacités nationales de suivi-évaluation sur la base des résultats probants de développement. L'appui donc du PNUD permettra de mettre à la disposition du BOSS des experts, spécialistes en macroéconomie, mobilisation de ressources, communication et suivi-évaluation et de contribuer à l'amélioration de l'efficacité institutionnelle et organisationnelle du secteur public dans le suivi du plan Sénégal émergent. Le système des Nations Unies s'engage ainsi à appuyer le gouvernement du Sénégal pour la réalisation des 27 programmes et 17 réformes phares prévues dans le cadre du PSE. Le PSE a été élaboré avec une méthodologie innovante qui se traduit par une rupture dans la mise en œuvre. Le choix du chef de l'État a été en effet de mettre en place un système qui positionne en première ligne de l'exécution du PSE les ministères, leurs agences et leurs démembrements. Les capacités en termes d'expertise et de ressources humaines et financières de ces ministères chargés de la mise en œuvre seront accrues à la mesure de l'ampleur des chantiers qui seront lancés grâce notamment à la signature qui nous réunit aujourd'hui autour du PASS. Le
Le boss bureau opérationnel de suivi du PSE aura une démarche axée sur les résultats et ses experts seront d'un grand apport dans la mise en œuvre de ce programme qui va conduire le Sénégal vers l'émergence. L'entrée en vigueur du tarif extérieur commun de l'UEMOA a entraîné une contre-performance des secteurs importants de notre économie. En réaction, des mesures de sauvegarde de la production nationale ont été préconisées par le Comité national des négociations commerciales internationales. C'était au terme d'un atelier national qui s'est tenu sous la présidence du ministre en charge du commerce, compte rendu signé Alassane Diédhiou. Les organisateurs de cet atelier national, en l'occurrence le sous-comité commerce des marchandises du Comité national des négociations commerciales internationales, sont partis d'un constat de taille. La mise en place du TEC, le tarif extérieur commun de l'UEMOA, n'a pas favorisé, malgré l'application d'un dispositif additionnel de taxation, l'émergence au Sénégal des secteurs phares de la production agricole et industrielle. Ce diagnostic est partagé par les autorités gouvernementales. Il y a des secteurs essentiels aujourd'hui qui sont sinistrés au Sénégal. Le secteur des huiles, le secteur des piles électriques, des savonneries, de la parfumerie et d'autres encore éprouvent énormément de difficultés, dû souvent à des problèmes, c'est vrai, parfois internes comme les facteurs de production, mais surtout sont victimes de mesures comme les dumpings ou comme des subventions de produits qui viennent inonder le marché. La libéralisation débridée de l'économie sénégalaise, conséquence en grande partie des engagements souscrits au niveau multilatéral et son corollaire, une paralysie des leviers essentiels de l'économie et un afflux massif des produits concurrents, a nécessité le recours à des mesures de régulation et de sauvegarde de la production nationale. Le tarif extérieur commun prévoit justement des mesures de protection de certaines filières sensibles. La 5e bande tarifaire a été justement mise en place pour que ce qu'on appelle les industries naissantes et les industries à fort potentiel puissent être justement préservées pendant un certain temps. Mais toutes ces mesures-là qui sont aujourd'hui contenues dans le tarif extérieur commun sont intégrées dans les APE, et donc ce qui fait donc naturellement que nous avons tous les instruments qui nous permettent de produire dans un environnement ouvert. Rappelons, pour aller dans le sens de la nécessité de renforcement des mesures de régulation et de sauvegarde de la pollution nationale, que la mise en œuvre du TEC, le tarif extérieur commun de l'UEMOA, a également entraîné une baisse drastique des droits de douane et une absence de protection du secteur essentiel de l'économie nationale. Un atelier national sur le projet de convention SCS est tenu à Dakar, rencontre organisée par le ministère de la Pêche et la Commission sous-régionale des pêches. Les représentants des directeurs nationaux de la Commission pêche des 7 pays membres de la CSRP y ont pris part. Aïda Mamadou Diop. L'objectif de cet atelier est de mieux vulgariser le projet de convention sur le suivi, le contrôle et la surveillance des pêches. Il s'agira pour les participants de mesurer l'appréciation des acteurs et professionnels de la pêche par rapport à ladite convention dénommée SCS. L'importance de cet atelier se mesure à l'aune des défis auxquels font face les différentes administrations impliquées dans la gestion de nos ressources halieutiques, aujourd'hui source de tensions multiples. Cela permettra d'éviter que la zone économique exclusive des États membres, dont les législations sont moins contraignantes, ne servent de refuge aux navires adeptes de la pêche INN. La Commission sous-régionale des pêches lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Pour arriver à ces fins, la Commission apporte son soutien aux 7 pays membres. À chacun de ces États, nous avons constaté que le fléau de la pêche INN prenait une ampleur qui commence à être vraiment démesurée. Et avec l'installation de cette commission, on a jugé bon que unir nos efforts, parce que quand même les moyens sont faibles au niveau de la surveillance, on a essayé d'unir les efforts avec l'appui des partenaires pour pouvoir agir ensemble et lutter contre ce fléau. L'atelier entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet gouvernance de gestion des ressources maritimes financé par l'Union européenne et le PNUD. Il est mis en œuvre par le WWF. Ouverture ce matin à Dakar d'une conférence internationale sur les télécommunications organisée par le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique. La rencontre a pour thème une infrastructure numérique large bande au service de l'émergence économique et sociale de l'Afrique. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique a dit l'importance d'éthique pour accroître l'efficacité de la prestation des services publics. Aboubakri Kane. Les participants à cette conférence internationale sur les télécommunications viennent des 4 coins du continent. Une initiative du Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique qui se propose de contribuer à une intégration réussie du continent pour le bien-être des peuples.
Le thème porte sur une infrastructure numérique large bande au service de l'émergence économique et sociale de l'Afrique. Nous sommes à un moment où rien n'est possible sans les télécommunications, qui, plus que des instruments de cohésion humaine et sociale, sont des outils économiques à très forte valeur ajoutée. En effet, elles sont créatrices et pourvoyeuses d'emplois. Elles jouent un rôle très important dans la conscience, ce qui en fait des facteurs de développement non négligeables pour les pays comme les nôtres. La conférence a ainsi été introduite par les professeurs Abdoulaye Sakho et Edmond Jouve, qui sont revenus sur la place centrale des TIC dans les sociétés modernes. Un thème d'actualité au vu des enjeux de l'Internet au débit. L'aménagement numérique du territoire est un processus enclenché au Sénégal et les TIC participent de la transformation du continent. Transformer l'Afrique, c'est permettre aux paysans de Kermodou, qui est mon village, d'écouler sa production au meilleur prix du marché grâce à l'Internet mobile. Transformer l'Afrique sera de permettre à l'étudiant en vacances à Oussouye de suivre un cours en ligne le matin et de se rendre au champ l'après-midi pour prêter main forte à son père. Transformer l'Afrique sera aussi de permettre à la petite fillette de Wouloudji, là-bas dans le Vélingara, de bénéficier des services d'un neurologue basé ici au centre Gaspard Camara de Dakar, par exemple, grâce à la télémédecine. Les échanges, le commerce et l'administration électronique ou l'accès à Internet en milieu rural dépendent toutefois d'une bonne infrastructure de télécommunications. Il est donc question d'engager l'Afrique sur la voie de l'économie du savoir. Les États ont bien compris l'importance de ces infrastructures nécessaires pour augmenter la compétitivité des entreprises et améliorer le climat des affaires et offrir des opportunités pour la transformation et l'amélioration des conditions de vie des populations. La conférence a permis entre autres de revisiter la contribution de l'économie numérique au devenir de l'Afrique. Le FOGECA veut ici susciter la réflexion sur un accès abordable aux services à large bande. Une façon de contribuer à la compétitivité économique durable sur le continent. Aboubakry Kane, le nouveau directeur général de la RTP, a pris fonction ce lundi. Abdou Karim Sarr est un pur produit du secteur des télécommunications. Il a été jusqu'à sa nomination membre du collège de l'Agence de régulation des télécommunications et des postes. Il a pour ambition de relever le défi de la qualité de service pour le bien des usagers. Oureytiam a assisté à la passation. Pour accueillir les deux DG, le sortant et le nouveau, la grande salle de la RTP a été exiguë, avec cette foule nombreuse composée d'amis, de parents, de militants et d'agents de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Le directeur général sortant a vivement été remercié par le personnel de la RTP. Au moment où vous prenez vos fonctions, le climat de travail à la RTP s'est considérablement amélioré, même s'il reste à parfaire. Les agents de la RTP n'aspirent dans leur plus grande composante qu'à la réussite des missions qui sont assignées à notre institution et ont fait preuve jusqu'à ce jour de professionnalisme et d'esprit patriotique pour contribuer au rayonnement des secteurs régulés au bénéfice de la nation. Aboulo a fait l'état des lieux pour son successeur, un ingénieur des télécommunications qui n'est pas du tout en terrain inconnu. À ce jour, 100% des SIM sont identifiés suite à une bonne campagne de communication institutionnelle. Un nouveau projet de décret a été introduit pour permettre, entre autres dispositifs, de limiter à 3 le nombre de cartes SIM par personne et par opérateur. La portabilité des numéros en téléphonie mobile. C'est cela un autre dossier sur lequel j'ai favorisé une approche concertée, mais volontaire. Abdou Karim Sall, ancien membre du collège de la RTP, est conscient de la lourdeur de sa mission, mais il compte engager et remporter la bataille de la qualité de service pour le bien des usagers. Nous, régulateurs, vous, opérateurs, avons la lourde charge d'assurer le développement de l'économie numérique de notre pays. Cette nouvelle économie numérique, qui est un formidable gisement de création d'emplois et qui va libérer les capacités d'imagination et de créativité, doit disposer d'un environnement incitatif pour éclore. Je m'engage à consolider les acquis et à les renforcer
pour le plus grand bonheur du secteur. Le ton est donc donné. L'autorité de régulation des télécommunications et des postes pourra ainsi améliorer le contrôle avec le démarrage prochain des activités du Centre national de supervision du trafic, un centre qui va superviser 24 heures sur 24 la qualité du service et pourra ainsi lutter contre la fraude téléphonique. Remise de chèques aux Sénégalais de la diaspora, le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur vient d'octroyer 800 millions de francs CFA pour le financement de 116 projets, une manière de créer des conditions favorables au retour des Sénégalais de l'extérieur d'Abakébé. Des chèques d'un montant variant entre 5 et 11 millions remis à des émigrés. Au total, le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur a décaissé 800 millions de francs CFA pour financer 106 projets. Une façon de permettre à ces Sénégalais de la diaspora de préparer leur retour. Cette cérémonie est l'expression concentrée d'une volonté politique forte qui a été affirmée il y a quelques années et qui est en train d'être traduite en actes. Et je pense qu'il faudrait absolument inciter nos compatriotes à l'étranger à investir dans des secteurs productifs. Il y a l'immobilier, que tout le monde connaît, mais il y a également l'agriculture. Il y a également d'autres secteurs, il y a également la pêche, il y a également l'agriculture, il y a tant d'autres secteurs où nos compatriotes peuvent investir en plus de l'immobilier qui est un secteur d'investissement traditionnel. Donc inciter les Sénégalais au retour, mais oui, mais en créant les conditions d'un retour réussi. Notre mission principale consiste à donner un appui financier aux expatriés en vue de soutenir et d'accompagner leurs initiatives de développement sur le territoire national ainsi qu'à l'extérieur. Les projets ont été initiés par des Sénégalais établis dans plus de 15 pays. Ils portent sur des secteurs d'activité tels que l'agriculture, la pêche, l'élevage, les technologies de l'information et de la communication, pour ne citer que cela. Ça va me permettre d'abord de commencer à réaliser mes rêves, de pouvoir faire peut-être, on peut dire, une entreprise que je vais développer et je vais créer des emplois. Produire des légumes et des fruits que le Sénégal ne produise pas. En 6 années d'existence, le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur a eu à financer 137 projets pour un montant de 685 millions de nos francs. Ce budget est passé de 3 millions à près d'1 milliard. Ceci témoigne de la volonté du chef de l'État de faciliter la contribution des immigrés au développement du Sénégal. Poursuivons notre série de reportages sur Thiès et en prélude au Conseil des ministres délocalisés qui aura lieu dans la Cité du Rail jeudi prochain. Parlons d'abord de la nouvelle société de textile du Sénégal, basée donc dans la Cité du Rail. La SNTS jouait un rôle important dans le développement économique du pays. Seulement, voilà 10 ans que l'usine a fermé ses portes, une situation qui a envoyé beaucoup de travailleurs en chômage technique. La reprise des activités de la dite boîte avec un investissement conséquent de près de 3 milliards de francs CFA sur les sites est annoncé. À côté de cette usine, Sen Iran Auto s'est implantée et contribue à l'essor de l'industrie automobile. Luis Bitsa. La relance de l'industrie textile au Sénégal découle d'une nouvelle vision économique tracée par le président de la République. La nouvelle société des textiles du Sénégal, NSTS, est équipée d'un système de conditionnement d'air performant et de récupération de fibres. Sur place, les travaux d'entretien ont démarré et suscitent beaucoup d'espoir au sein de la population. Avec l'avènement du président Macky Sall, il y a une sorte de rupture totale. C'est-à-dire qu'il y a eu un dialogue entre les vrais acteurs de production, les industriels, les vrais industriels du secteur. Il y a eu un dialogue. Et par la même occasion, c'est ce qui nous a poussé à redémarrer avec l'appui du président. 3 milliards ont été investis pour la reprise des travaux, ce qui permettra de redonner du travail aux employés en chômage technique, un chômage causé par la dégradation de l'environnement du secteur textile qui a conduit l'usine à l'arrêt. C'est une unité qu'on a démarrée environ dans les années 90, qui a très bien tourné jusqu'à sa fermeture. Entre 90 et 2002. La réouverture de ce fleuron industriel de la région de Thiès augure déjà de lendemains meilleurs. C'est une bonne initiative, étant donné que la NSTS joue pas mal de rôle dans la capitale du rail.
Donc pour sa reprise, ça va aider l'emploi des jeunes qui souffrent également dans la capitale du rail. La nouvelle société de textile du Sénégal a été fermée en 2002, mais avec la rupture prônée par le président de la République Macky Sall, des politiques d'une dimension exceptionnelle seront mises en œuvre pour soulager et augmenter le pouvoir d'achat des Sénégalais. Au-delà du textile, Thiès est aussi un pôle industriel de l'automobile. Depuis 2006, la société Sénéran Auto s'est installée, première usine de l'automobile de la sous-région. Ici, le recrutement local est privilégié afin de résorber le chômage des jeunes. L'usine a 3 ateliers. Un atelier de fabrication de carrosserie, un atelier de peinture et l'autre atelier d'assemblage et de montage. Déjà installer une usine à Thiès veut dire qu'on peut absorber le chômage de la jeune. En plus de ça, le recrutement même, vous pouvez voir que beaucoup d'agents sont de Thiès. Pour accompagner le gouvernement dans sa politique de relance industrielle, de création d'emplois, de formation professionnelle et de modernisation du secteur des transports terrestres, l'alliance EMG Automobile et Sénéran Auto a été initiée. Aujourd'hui, nous voulons créer cette valeur localement. Cette valeur localement qui nous permet d'offrir ainsi des emplois, mais encore assurer un meilleur avenir aux générations futures. L'activité de l'usine Sénéran Auto, avec 50 milliards de francs CFA d'investissement de l'Iran, fruit d'une bonne coopération entre les deux pays, participe au renouvellement du parc automobile au Sénégal et même dans la sous-région. L'alliance avec EMG Automobile favorisera la promotion des infrastructures routières et par ricochet répondre aux fortes aspirations des populations de Thiès. L'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès, le premier d'une série de 14 instituts qui seront implantés dans toutes les régions. L'établissement a pour vocation la formation de techniciens supérieurs. Une particularité, les enseignements sont davantage orientés vers la pratique. Seydina Alunfal. C'est le premier d'un réseau de 14 établissements prévus dans toutes les régions. L'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès. Il a été créé en 2012 et forme des techniciens supérieurs. L'entrée se fait sous sélection de dossiers. Pour entrer à l'ISEB, il faut le baccalauréat, toute série, ou équivalent. Quand on dit ou équivalent, c'est le niveau BT, brevet de technicien, qui est délivré au niveau des lycées techniques. Windows XP, Windows 7, Windows Vista 8. L'ISEB est un établissement public rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 7 filières de formation sont proposées aux étudiants. Alors on commence par l'exploitation agricole dans un ordre différent. Ensuite nous avons le tourisme et loisirs, nous avons les systèmes et réseaux informatiques, la création multimédia, les métiers du rail avec 3 métiers, la maintenance du matériel, la maintenance de la voie ferrée et également l'exploitation qui est le transport. Un script qui va nous permettre juste L'Institut compte plus de 200 apprenants. Ceux-ci aspirent à devenir monteurs, réalisateurs ou informaticiens. C'est intéressant parce qu'ici on apprend beaucoup de choses et parmi ces compétences je peux citer la création de sites web qui est important, la création de logos, on fait aussi du web design, on fait aussi des montages et des traitements de vidéos. Le plus important dans tout ça, c'est que nous ne faisons pas de théorie, nous ne faisons que de la pratique. On nous donne les caméras, on sort, on fait nos propres tournages. La formation est pratique, raison pour laquelle le partenariat avec les entreprises est indispensable. Nous avons à ce jour, après 18 mois de fonctionnement, une vingtaine, voire 25 conventions de partenariat signées avec de grandes entreprises au niveau national et également des PME au niveau national. L'Institut propose des formations adaptées aux réalités de la région. Nous avons noué des partenariats avec le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Promotion des valeurs civiques pour justement nous insérer, notamment pour les filières exploitation agricole et la filière informatique multimédia, nous insérer dans les grands dispositifs de ce ministère-là, en relation toujours avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour permettre à nos apprenants donc, de s'insérer notamment dans les fermes communautaires, dans les espaces jeunes, dans les espaces de développement TIC, ainsi de suite.
L'établissement ne connaît pas de grandes difficultés financières, elle n'a que 2 ans et bénéficie de financement de l'État et de la Banque mondiale. Clé USB. Thiès abrite également le Centre national d'éducation populaire et sportive placé sous la tutelle du ministère des Sports. Le SNEPS a été créé dans les années 60. Le centre a pour principale mission la formation des cadres en matière de jeunesse, des sports et d'éducation populaire. Le SNEPS met chaque année sur le marché de l'emploi 60 professeurs d'éducation physique. Koumba Diakhaté Mar nous mène à la découverte de ce centre de formation et d'hébergement. 10e, un des quartiers les plus paisibles de la capitale du rail, c'est ici qu'est implanté le Centre national d'éducation populaire et sportive de Thiès. Créé en 1960, le SNEPS, à l'image de Clairefontaine en France, est un établissement d'enseignement sportif doublé d'un centre d'accueil. Sa mission principale est la formation. C'est la formation des cadres en matière de jeunesse, de sport, d'éducation populaire et de loisirs. L'autre mission, c'est la recherche. C'est aussi un centre d'accueil qui est appelé à la demande des partenaires d'assurer des regroupements sportifs. Au fil des années, le SNEPS peine à accomplir normalement sa mission première, qui est la formation. Le centre a connu des années de léthargie. Ce n'est qu'en 2011 que la formation a repris. Le SNEPS a toujours formé des cadres et des moyens cadres à partir du bac, depuis des années. Et c'est cette formation-là que nous avons essayé de reprendre au niveau de l'EPS. Ils ont le bac et ça se fait après concours. C'est un concours très serré et on prend les 60 premiers. Le SNEPS accueille au total 120 étudiants, 60 en première année, autant en deuxième. Toutes les disciplines sont prises en compte dans les enseignements, des sports collectifs aux sports de combat en passant par ceux dits individuels. Ce vendredi à 11h par exemple, les étudiants en première année sont en plein cours de gymnastique. Alors ce sont des jeunes qui sont formés pour devenir des professeurs de CM. Alors, nous en avons formé maintenant 3, nous sommes à la 3e promotion. Mais c'est des jeunes, vous avez vu, ils étaient venus à zéro. Et vous avez vu les enchaînements qu'ils ont pu faire devant vous. Depuis la reprise de la formation il y a 3 ans, la direction se bat pour améliorer la qualité de l'enseignement, malgré les difficultés. Le ministère des Sports a un budget assez limité, qui l'oblige aussi à limiter les crédits des différentes directions. Et c'est dans ce sens-là que le SNEPS ne peut pas trop compter sur les crédits de l'État pour fonctionner. Le deuxième problème aussi, c'est le manque des ressources humaines, parce que beaucoup de cadres ici sont partis à la retraite. Heureusement qu'ils ont eu la volonté de rester et de servir leur pays encore. Autre manquement, le SNEPS souffre de la vétusté de ses infrastructures. Conséquence, le centre est fortement concurrencé dans le domaine de l'hébergement. Parce qu'à un moment donné, le SNEPS a quand même été le centre de regroupement de plusieurs séminaires. Mais aujourd'hui, il y a les auberges, il y a des hôtels. Nous avons essayé d'améliorer le cadre en le rendant plus convivial. Le SNEPS était au premier rang dans la formation, l'hébergement et l'entraînement des sportifs de haut niveau. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis d'abriter des structures comme Site Académie Basket et le centre de lutte de la FILA. Aujourd'hui, le centre a besoin d'aide pour retrouver son lustre d'antan et assurer sa survie. Thiès a donné au Sénégal de grands noms de la scène artistique. Pour réussir, beaucoup d'entre eux ont dû malheureusement quitter leur cité. Il existe toutefois un groupe d'irréductibles thiessois qui, malgré les difficultés, ont décidé de vivre de leur art dans la cité du Rail. Ils sont donc dans la musique, le théâtre populaire ou encore dans les arts plastiques. Oumindour est allé à leur rencontre. Grâce à la ténacité de Bailly, Thiès est pour la 4e fois consécutive dans le circuit des offres de la Biennale de l'art africain contemporain. Une manière pour lui de réitérer son attachement à sa ville, un endroit d'ailleurs plein d'avantages pour l'artiste qu'il est. Thiès a donné au Sénégal de grands noms de la scène artistique. Pour réussir, beaucoup d'entre eux ont dû malheureusement quitter leur cité. Il existe toutefois un groupe d'irréductibles thiessois qui, malgré les difficultés, ont décidé de vivre de leur art dans la cité du Rail. Ils sont donc dans la musique, le théâtre populaire ou encore dans les arts plastiques. Oumindour est allé à leur rencontre. Grâce à la ténacité de Bailly, Thiès est pour la 4e fois consécutive dans le circuit des offres de la Biennale de l'art africain contemporain. Une manière pour lui de réitérer son attachement à sa ville,
Il y a un problème d'espace qui se pose à Dakar et à Thiès on n'a pas ce problème. Thiès c'est une ville propre, c'est une ville facile à se déplacer et comme vous le savez bien nous avons des avenues vraiment dégagées avec de gros arbres, surtout les caisses de draps qui m'inspirent beaucoup. C'est de son atelier 6 au quartier Mbourin que Bailly a imposé sa marque. En plus d'une décennie, il a enchaîné les expositions en Europe. Et même s'il est devenu le chouchou de l'Académie des Beaux-Arts de Liège, il n'a jamais voulu quitter sa ville. Même si on est au fin fond du Sénégal, avec l'Internet, on peut atteindre les 4 coins du monde. Donc on n'est pas tenu ou jugé d'aller vivre à Dakar pour vraiment conquérir le monde. Cela fait 17 ans que la troupe théâtrale Dianken de Thiès fait rire les Sénégalais tout en les sensibilisant sur les problématiques de société. Aujourd'hui, ses membres répètent leurs nouvelles pièces. Elles portent sur la violence dans les ménages. Face aux pirates, les ventes de leurs productions ont fortement baissé. Alors parfois, les fins de mois sont difficiles. Mais pour eux, rester à Thiès est avant tout un devoir citoyen. Si tout le monde va à Dakar, qui restera ici? Nous n'avons que notre chère ville Thiès. Nous sommes tenus d'animer la cité. Ndiamé et ses camarades espèrent d'ailleurs que le Conseil des ministres qui se tient à Thiès ce mois-ci apportera des solutions à leurs problèmes et au théâtre populaire sénégalais dans son ensemble. Vous savez, il est difficile de créer. Quand on n'a pas la dépense quotidienne, nous demandons aux autorités de créer, surtout pour le théâtre, un fonds pour la création et la circulation des œuvres théâtrales. Parce que ça existe au niveau du livre, ça existe au niveau du cinéma, pourquoi pas au niveau du théâtre. Malgré les succès nationaux et les tournées internationales qui s'enchaînent depuis plus d'une quinzaine d'années, les membres du groupe Waflash sont restés fidèles à la Cité du Rail. Ces petits moments partagés entre parents et amis à l'ombre des manguiers dans le quartier Somme où ils vivent encore est le moteur de leur création. C'est notre cadre naturel qui nous inspire beaucoup dans notre parcours musical. C'est un quartier qui est très riche culturellement. Mais comment vivre de son art dans une ville qui ne dispose pas d'infrastructures culturelles? Massané et ses camarades ont résolu l'équation avec ce complexe de 800 mètres carrés, bâti sur fonds propres et baptisé Palais des Arts. Cette structure manquait cruellement à la ville, nous manquait à nous, manquait aux autres artistes qui se produisent ici tous les soirs. Il faut savoir que ça tourne tous les soirs, 6 jours sur 7. Donc il y a chaque soir au moins un artiste qui joue. Ne serait-ce que pour ça, on est très fiers d'avoir monté cette histoire qui dure depuis 7 ans. Avec très peu de moyens, beaucoup de détermination et surtout une foi inébranlable en leur ville, ces artistes ont réussi avec le théâtre populaire, les arts plastiques ou encore la musique à faire de Thiès une cité qui compte sur l'échiquier culturel du Sénégal. Voilà, le pèlerinage marial de Popenguine se prépare également. 228 sites dénombrés seront approvisionnés en eau lors de cette 126e édition. 30 points d'eau seront également fonctionnels en plus des extensions. D'autres mesures spécifiques seront aussi prises. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est rendu ce matin à Popenguine pour constater l'effectivité des mesures. René Massiga Diouf. Des travaux de haute intensité ont toujours cours aux abords du village des marcheurs, dont presque chaque coin est borné de points d'eau. Le liquide précieux commence à couler. Le dispositif mis en place pour assurer un approvisionnement correct lors de cette 126e édition du pèlerinage marial de Popenguine donne toutes les garanties de résultats positifs. Les responsables des services concernés ont fait la visite autour de la tutelle, visite à l'issue de laquelle un bilan satisfaisant est tiré de l'état des préparatifs. Nous avons fait le tour donc du site pour voir les infrastructures hydrauliques qui sont là, les travaux qui ont été faits, avec les explications des techniciens et avec la présence de l'abbé, nous pensons que, en tout cas, ça se passe de façon satisfaisante.
Le château d'eau sera à coup sûr l'une des principales sources d'approvisionnement de tous les sites. 228 sont dénombrés dans toute la ville. 30 points d'eau seront également fonctionnels en dehors des dispositions spécifiques prises qui concernent les extensions et autres. En termes de mesures, c'est plus que l'an dernier. Chaque année, les organisateurs essaient de s'adapter tant bien que mal au nombre de plus en plus croissant de pèlerins. Nous attendons toujours des marcheurs supplémentaires. L'an dernier, on avait 8000 marcheurs de tout le Sénégal. Et chaque année, les statistiques nous montrent qu'il y a 700 marcheurs de plus. Donc peut-être que cette année, ce sera 8700, d'où la nécessité des extensions qu'on a prévues pour 2014. On a passé en revue les forages, les réservoirs. Vous avez vu les points d'eau qu'on a installés, les potences. Et ce que nous avons constaté, c'est que même sur les points hauts, il y a de l'eau. Et vous savez, la particularité de Popenguine, c'est effectivement il y a des parties hautes qui souvent posent problème. Mais je crois qu'avec les dispositifs mis en place, nous espérons que l'eau va, en tout cas, sans compter maintenant les camions citernes, 14 camions qui vont arriver et 15 bâches. Je pense que l'un dans l'autre, nous aurons en tout cas un dispositif assez performant pour... Les mesures prises concernent également l'assainissement. Toutes les dispositions seront effectives 2 à 3 jours avant et après le pèlerinage. À quelques jours donc de la 126e édition du pèlerinage marial de Popenguine, on s'intéresse ce soir au centre paroissial. C'est la maison des frères de la communauté Saint-Jean, présente à Popenguine depuis 1886. Le centre est composé de plusieurs bâtiments et c'est sur place que toutes les décisions liées à la pastorale sont prises. René Léon Fonseca. Dans le silence de cette chapelle, le frère Jean se plonge dans la prière et le recueillement. Tous les jours ou presque, c'est le même rituel pour ces moines de la communauté Saint-Jean, établis au centre paroissial de Popenguine. C'est ici que se décide toute la pastorale du territoire qui leur est confiée. Ça va jusqu'à Ndikekor, ça va jusqu'à Bandia et ça va jusqu'à Diamniadio et tout le long de la côte de Yen. Tout ce territoire-là nous est confié et c'est avec la paroisse et avec le conseil paroissial, c'est là que se décide l'évangélisation et la vie paroissiale de tout ce secteur. Nous sommes actuellement 5 frères, dont 3 prêtres et un diacre, et 3 jeunes en formation. Cette maison des prêtres, c'est aussi ces bâtiments paroissiaux, cette salle de catéchèse, ce petit jardin potager, car la vie de prêtre ne se résume pas seulement à la prière. La vie du frère, c'est d'abord la prière et ensuite le travail. Il y a le travail personnel, on continue les études, nous avons une bibliothèque dans notre prieuré, et puis le travail apostolique qui consiste à visiter les villages, voir le souci des populations, puis annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile, c'est également le maître mot des sœurs du Saint-Cœur de Marie. Ici, elles font 2 ans avant la profession temporaire, dernière étape avant la prise d'habit. La pouponnière de Bongré dans la région de Kaolack vient de recevoir un important lot composé entre autres de lait, de bouteilles d'eau et d'habits, un don des étudiants de la Chambre de commerce et d'agriculture de Kaolack, un geste qui entre dans le cadre des journées culturelles de leur centre de formation. L'inspecteur d'académie de la région était le parrain des manifestations. Le point avec Claire Diorba. L'émotion était à son comble. Il y a un bébé dans la poubelle! C'est pas possible, son bébé dans la poubelle! Quand par une représentation théâtrale, ces jeunes acteurs de l'école Ibrahim Fall de Bongré ont dénoncé la situation difficile des enfants abandonnés. Je n'ai pas demandé à naître, et pourtant vous m'avez mis au monde. De grâce, prenez soin de moi. Je ne mérite pas ce sort. À travers ce sketch, tout un chacun est mis devant ses responsabilités. Et déjà, les étudiants de la Chambre de commerce de Kaolack donnent le ton. Un don est fait en faveur de ces enfants en situation de vulnérabilité. Le geste rentre dans le cadre des journées d'intégration de leur centre de formation. Dans le programme, le volet social y occupe une place de choix. Pour cette année, la pouponnière Lamine Koulibaly de Bongré est ciblée. Et l'accompagnement va s'inscrire dans la durée. Ce que nous voulons, c'est de permettre à chaque opérateur économique de prendre en charge un bébé. Si nous avons inscrit dans nos journées d'intégration ce type d'activité, c'est pour permettre aux autres de s'en inspirer. Je pense que les autres écoles, les autres étudiants qui sont là peuvent faire des gestes noble. Une action de bienfaisance au bénéfice de ces enfants orphelins, voilà tout le sens de cette cérémonie. Le parrain encourage la démarche. La pouponnière, c'est le premier pas d'éducation.
Donc sa situation nous interpelle. Nous travaillerons à faire en sorte que la pouponnière soit visible. Elle sera l'affaire des élèves de tous les établissements. Ce sera aussi notre affaire en termes d'accompagnement en matière de denrées. Désormais, une ligne sera inscrite pour accompagner la pouponnière dans le cadre des cantines scolaires. L'acte est jugé de haute portée humanitaire. Il concourt à une meilleure prise en charge de ces enfants. C'est un geste noble. C'est un geste que tous les étudiants, ou bien tous les élèves, ou bien tous les bonnes volontaires doivent faire. Tout le monde doit participer pour le développement des enfants, pour que les enfants ne ressentent pas ce qu'ils ont perdu. La pouponnière Lamine Koulibaly de Bongré dans la région de Kaolack est une initiative de l'ONG espagnole Espoir Uni. Créée depuis 2001, aujourd'hui 22 enfants orphelins y sont accueillis. Malgré les conditions difficiles, le cadre tente d'offrir l'ambiance familiale. Des femmes bénévolement se sont engagées à donner de leur amour et de leur temps pour guider les premiers pas de ces enfants dans cette vie, mais aussi pour leur donner la chance de sourire demain. Venons à notre rubrique au cœur de nos cultures qui s'intéresse ce soir au Khoy en pays sérère. C'est une séance divinatoire publique à l'occasion. Les maîtres visionnaires, les saltigués, prédisent le futur. D'où leur viennent ces révélations. Comment devient-on saltigué? Élément de réponse avec Ndeye Aïdaya. Au bord des berges de Mam-Mindis, génie protecteur de Fatick, les saltigués ont rivalisé d'ardeur pour prédire l'avenir. Qu'adviendra-t-il? Cette question qui reste du domaine de l'inconnu pour beaucoup est parfois une évidence chez ces saltigués, maîtres visionnaires en pays sérère. Seuls les djinns sont capables de prédire le futur. Un être ordinaire ne peut pas le faire. Je me suis ligué avec eux pour prédire l'avenir. Grâce à ses connaissances ancestrales, ils tendent à transcender le réel, le matériel, pour aller chercher dans les fins fonds de l'inconnu les secrets du futur. Et comme de coutume, à l'approche de l'hivernage, les prédictions fusent de partout. Tel annonce un hivernage pluvieux ainsi que de bonnes récoltes. Tel autre prend le contre-pied et prédit une disparité dans les récoltes de cette année selon les zones. La confrontation des maîtres visionnaires fait le charme du Khoy, séance divinatoire publique. J'ai vu beaucoup d'accidents cette année. Les djinns sont très fâchés. Un des leurs a été heurté par un véhicule. Il faut faire des offrandes et trouver des racines communément appelées kouf en sérère, les mettre dans son véhicule pendant son voyage. De révélation en révélation, la cérémonie se poursuit jusqu'à des heures avancées de la nuit. De la magie, il y en a aussi. Ce saltigué promet par exemple de ressusciter ce poulet au petit matin. Le reste se passe de commentaires. Mais Khan Diouf, l'une des 4 saltiguées femmes de Fatick, s'insurge contre cette pratique. Han Diouf est devenue saltiguée par l'entremise de sa mère. Elle-même a hérité ce savoir de son défunt grand-père. J'ai un génie protecteur qui me dit ce qui va se passer dans les jours, mois ou années à venir. J'ai prédit ici beaucoup de choses qui sont effectivement arrivées. Lui, c'est Guy Diop, saltigué du Wallo. Il dit avoir aussi prédit des choses avérées l'année dernière. L'intérêt, c'est de prédire les choses en amont. Si la situation est bonne, il y a des offrandes à faire. Si elle est mauvaise, de même. J'ai vu beaucoup de tensions, mais si les offrandes sont faites, on pourra noter une situation plus apaisée. Ces saltigués vont donc au-delà de la raison. Ils font appel à la psychologie, à l'intuition, à la métapsychologie. Le Khoy, une pratique en voie de disparition du fait de la modernité et de la religion, mais progressivement, il a été réhabilité. Le centre Malango, qu'il a inscrit dans l'agenda culturel depuis 2 décennies, se félicite de l'inscription du Khoy sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2013.
dans ce monde en pleine mutation. Si nous voulons revenir à nos sciences ancestrales, à nos sciences traditionnelles, nous allons changer de fond en comble les vérités universelles, les vérités qui vont faire de l'Afrique le monde de demain des savoirs, le monde de ce qu'on peut appeler l'or vert, qui va faire courir le monde. Pour ces saltigués venant d'horizons divers réunis pour la circonstance, l'enjeu est de perpétuer la tradition de leurs ancêtres. Il s'agit de prédire les conditions météorologiques, la situation politique et de formuler des recommandations, des sacrifices pour une paix durable dans le pays. Au cœur de nos cultures revient mardi prochain. Le Dakar 2014 se poursuit encore pour une semaine. Nous vous invitons aujourd'hui à découvrir l'exposition du village des arts de Dakar. L'exposition intitulée Pluralité allie peinture, sculpture et installation, faite par une soixantaine d'artistes, dont 16 invités de l'étranger. Maïmounassi. L'exposition Pluralité va de cette tapisserie du doyen Mamadou Wade, résident du village des arts, aux toiles tantôt figuratives, tantôt abstraites, en passant par les installations. Le train-train quotidien de Dakar avec ses embouteillages, ou encore l'ascension sociale, l'une des installations placées au cœur de la galerie. En utilisant des matériaux d'origine végétale comme les fibres de cocotier, les cure-dents, les feuilles de rognier et le bambou, l'artiste plasticien Daouda Ndiaye fait un rappel au moment où chacun se précipite sur les escaliers pour atteindre le sommet. Tout ça est fait à dessein. C'est une œuvre éphémère qui ne cherche pas à durer avec des matériaux qui sont à coup sûr biodégradables. Et l'idéal serait que, avant même la fin de cette expo, que cette œuvre puisse chuter, puisse tomber, parce qu'attaquée par des termites ou en tout cas des vers. Une sonnette d'alarme pour montrer le caractère éphémère de la vie, mais aussi pour interpeller les populations sur leur comportement. Bon, au-delà de l'aspect utilitaire, on dit que chez nous, c'est ton frère de sang qui peut te demander de te curer les dents parce que tu pues de la bouche. Alors là, je m'adresse aux Sénégalais, curez-vous les dents, lavez-vous le corps, avant de parler de nouveaux types de Sénégalais. À quelques pas de l'ascension sociale, installation qui appelle aussi au respect de l'environnement, se trouve le tableau des hommes masqués. Dans une société où chacun semble emprunter un masque, il urge de faire tomber ces coquilles pour un meilleur devenir de notre société. La fonction du masque était tout autre. Parce que avant, les gens étaient beaucoup plus sérieux. Bon, ils évoquaient des valeurs vraiment dignes de foi. Mais bon, maintenant, ce masque-là s'est transformé en d'autres termes. Donc, quelqu'un qui se présente à toi, bon, et qui te parle avec une certaine gentillesse, alors qu'il veut te déposséder de tes biens. La peinture, l'installation et la sculpture, trois genres qui illustrent bien le caractère pluriel de cette exposition avec des artistes de divers horizons. Le village des arts est une plateforme de rencontre et d'échange. D'où pour cette exposition, on a invité des artistes coréens, on a invité des artistes belges, on a invité des artistes espagnols, on a invité aussi des artistes africains, que ce soit de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau, de la Côte d'Ivoire et même des artistes sénégalais qui vivent en fait à Genève, en Suisse, qui vivent en fait en Allemagne et qui vivent en fait au Danemark aussi. Pluralité, titre de cette exposition collective, s'annonce aux visiteurs dès l'entrée de la galerie avec cet instrument de musique à 3 cordes, comme pour donner un avant-goût de la diversité des genres artistiques. Sport football pour boucler fin hier de la 23e journée de la Ligue 1. Fait majeur, le Casa Sport retrouve le podium après sa victoire sur l'Union sportive de Ouakam 1-0. C'était hier au stade d'Amba Diop où Niary Tally a signé l'arrêté de descente en division inférieure de Yogo. Les Sikapois, après ce revers subi 4-0, sont mathématiquement relégués en Ligue 2 d'Ahaba. Yogo en Ligue 2, sauf retournement de situation. Les Sikapois, lanterne rouge depuis la 8e journée, se sont enfoncés hier en laissant filer devant Niary Tally les 3 points qui devaient constituer le point de départ d'une opération commando de maintien en Ligue 1. On a connu 9 défaites à l'aller, ce qui est très difficile pour un championnat de 26.
On a eu 4 matchs nuls, une victoire. Ce n'est pas suffisant pour rester en L1. On va reconstruire l'équipe et après on va travailler pour revenir en L1. À l'opposé, l'Amindien appelé en février dernier sur le banc de Niaritali avait promis des rectificatifs techniques pour l'opération maintien de Niaritali. La situation proposée a porté ses fruits. NGB avec sa victoire sur Yego poursuit sa belle remontée. 4 buts sans en encaisser 1. Tous inscrits lors de la deuxième période par les Galactiques. Un succès qui rapproche Niaritali. NGB est à 1 point du podium. Ramener l'envie de jouer au football. Réinstaller donc cette dynamique. Je pense que c'est ça qui nous a valu. Effectivement, c'est ces victoires d'affilée qui nous ont permis de sortir de la zone rouge. Et encore aujourd'hui, il faut se féliciter de l'écoute des joueurs parce que si le message est passé, c'est parce qu'il y a eu de bons récepteurs. Et à ce jeu, je pense que nous avons bel et bien réussi. Le Casa Sport, grâce au but de son attaquant Lamine Fané, inscrit sur penalty pour la première fois de la saison, les sudistes sont sur le podium grâce à un meilleur goal average sur le port. Les deux équipes au même capital de points, 34. Le Giraffe est toujours leader de la Ligue 1. Les Dakarois ont 4 points de plus que les Pikinois. L'AS Pikine reçoit la prochaine journée la Linguère de Saint-Louis. Le Giraffe, Niaritali. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir.